Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. La semaine dernière était un moment compliqué pour tous les fans de Game of Thrones. Je crois qu'on était tous partagés entre l'émerveillement face à cette bataille tournée avec brio et de l'autre côté une certaine frustration à cause de quelques détails qui ont gâché le plaisir à beaucoup et moi en premier. La mort du roi de la nuit m'a laissé sur ma faim, je m'étais donc fait mon deuil avec un faible espoir qu'un retour pourrait éventuellement être possible, mais les 3 derniers épisodes pouvaient encore permettre de sauver mon amour pour la série. Je pense qu'on a tous maintenant regardé le 4e épisode et je peux donc vous expliquer pourquoi je me dis qu'il reste encore 2 épisodes pour sauver les 4 premiers. Si vous n'avez pas vu l'épisode, commencez par ça, sinon passez quelques minutes avec moi et générique. L'épisode débute sur la cérémonie organisée en hommage aux victimes de la bataille de Winterfell. C'est logiquement le roi du Nord qui fait un discours devant ce charnier. Jon met en avant la communauté qui a lutté contre les marcheurs blancs et le roi de la nuit. Il sait qu'il doit resserrer les liens avant la prochaine bataille et il met donc en avant le fait qu'ils ont tous une dette envers les morts qui se trouvent devant eux. Il ajoute cette phrase qui est une référence émouvante à la garde de nuit et au serment que portent les soldats à leur arrivée. Ils furent les boucliers qui protégèrent le royaume des humains. Les porteurs de flammes s'avancent ensuite sans qu'aucune étiquette n'existe. Jon ou Daenerys sont au même niveau que Tormund, Sansa ou Vergris. Jon de son côté fait ses adieux à Lyanna Mormont, qui était quelque part l'homme politique qu'il ne sera jamais, mais on va voir ça plus en détail un peu plus tard. À la suite de cette magnifique cérémonie qui nous montre quand même que Winterfell a souffert dans ses murs de la bataille contre les morts, un banquet est organisé et au moment où Gendry se fait interpeller par Daenerys, on voit une crainte dans les yeux de Jon sur ce qu'il pourrait lui arriver. Il sera fidèle quoi qu'il arrive à sa reine, mais il a vu à plusieurs reprises qu'elle est capable du pire comme du meilleur. Ce banquet est une manière pour tous les personnages de se retrouver une dernière fois pour faire leurs adieux, encore une fois, et je suis persuadé que Jon ne reviendra plus à Winterfell, mais pour quelle raison ? Peut-il mourir à Port-Réal ? Se sacrifiera-t-il contre Cersei, contre une dernière tentative de la sœur de Jaime pour partir dans les flammes, ou même peut-être pour empêcher un acte inacceptable de Daenerys ? Les regards qu'il échange avec Daenerys d'ailleurs montrent que quelque chose s'est brisé entre eux depuis ces révélations. Jon fait ensuite la victoire avec ses généraux comme le fait un roi après la bataille. Il reçoit les éloges de Tormund qui rappellent qu'il s'est traité avec son ennemi et qu'il est capable de se battre à ses côtés. Il a gagné la légitimité et la fierté des hommes qui se sont battus à ses côtés. Il devient petit à petit le roi que tout le monde attend sur le trône de fer. Ce statut complique immédiatement ses échanges avec Daenerys et c'est surtout le fait de se rappeler qui il est qui coupe tout dans un dernier élan pour recoller les morceaux. Daenerys relance la conversation sur ses origines et lui exprime ses inquiétudes, mais il répète qu'il restera fidèle à sa promesse quoi qu'il arrive. Bien sûr qu'il restera fidèle, mais il n'a aucune expérience de la trahison politique ou du jeu des trônes. Il ne se rend pas compte que lancer cette bombe entraînera une série de conséquences qu'il ne pourra pas maîtriser. Il veut rester fidèle à sa famille et révéler à ses sœurs ses origines. Il provoquera en ça leur chute à tous les deux en révélant la vérité, mais est-ce qu'il en a vraiment conscience ? Au moment du conseil de guerre qui suit leur conversation, quand Sansa intervient contre Daenerys, Jon voit la tension qui est en train de grandir entre les deux et il met en avant son allégeance à la reine pour montrer que c'est elle le patron et qu'il ne faut pas remettre ça en question. Il essaye de concrétiser les promesses qu'il a fait à Daenerys quand ils étaient seuls et lui montrer son soutien indéfectible. À la suite du conseil, Jon se retrouve en tête-à-tête avec Bran et ses sœurs. Comme d'habitude, malgré que Bran lui ait laissé le choix, il dit encore la vérité, même en sachant pertinemment que cette vérité pourrait tout briser. Ce moment est un vrai tournant dans ce qui va suivre et je vois ici la 3e trahison dont devait être victime Daenerys, la trahison du cœur. Jon aime ses sœurs peut-être plus qu'il ne l'aime encore et sa trahison va très certainement provoquer leur chute à tous les deux. Après cette révélation, Jon fait ses adieux à Tormund qui retournera dans le nord à Castle Black. Sam qui va avoir un enfant avec Gilly et qui rentrera à Old Town. Et Ghost qui reste seul, sans même une caresse. La gestion de Ghost et de tous les loups de la famille Stark est catastrophique. Ils auront été la victime du manque de temps pour finir cette saison et toute la série en même temps. Daenerys fait-elle ses adieux à Jorah au charnier où elle glisse un petit mot d'amitié pour celui qui n'aura jamais réussi à sortir de la friendzone. Elle se rend quand même compte que Jorah était son seul vrai allié et peut-être le meilleur conseiller qu'elle ait jamais eu. Elle voyait une figure paternelle chez lui et malheureusement il n'a jamais réussi à briser cette image. Lors du banquet, Daenerys décide de légitimer Gendry en le nommant en tant que Lord d'Accalmie. Elle pose son pouvoir de reine en faisant Gendry Lord et marque en quelque sorte son territoire. Tormund lui rend hommage à Daenerys pendant le banquet avec la finesse qu'on connaît tous. En réponse à cet hommage, elle tente de garder une bonne image auprès du Nord en rappelant que c'est Arya
qui a sauvé l'humanité. Après les éloges faits à Jon, Daenerys vit un moment de solitude où elle se rend compte qu'elle n'a plus personne avec elle. Elle a perdu son mari qu'elle aimait finalement, elle a perdu Jorah qu'elle trouvait plutôt sympa, elle a perdu un dragon, elle a perdu Daario Naharis et elle est dans une ville où elle est au mieux l'étrangère et au pire celle qui peut passer tout le monde par le feu. Tyrion semble s'écarter d'elle, il a retrouvé son frère Lannister et passe du bon temps avec lui, loin de sa reine. Elle se rappelle qu'elle était le centre du monde de Jorah. Jon est le centre de l'attention et quand il se retrouve seul après ça, elle essaye de maintenir la flamme mais elle se rend compte de la blessure que ça a provoqué dans leur relation. Elle sait qu'il représente le plus grand danger pour sa volonté de prendre le trône. Elle lui explique comment se passe la politique et que certains détails doivent être gardés secrets. Elle a l'expérience de la trahison et elle sait que même si lui veut absolument rester fidèle et qu'il n'en a rien à faire du trône, les autres ne manqueront pas de le mettre en avant pour l'écarter elle. Elle parle là clairement de Sansa, elle sait que c'est dans le nord son ennemie la plus dangereuse. Elle sait que si Jon lâche l'info, il deviendra une arme contre elle et peut-être même son plus grand ennemi. Elle fait une dernière tentative en posant un ultimatum dans un dernier espoir. Au moment du conseil, quand Missandei essaye d'apporter de l'espoir en rappelant que le peuple se montrera reconnaissant de leur victoire contre les morts, Daenerys sait parfaitement que la propagande de Cersei est déjà en route et que cette victoire restera un mythe pour les habitants de la capitale. Cersei va très certainement faire croire que ce n'était qu'un simple mensonge pour se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Quand elle déclare qu'elle veut s'attaquer à Port-Réal et détruire Cersei jusqu'à la racine, elle se fait remettre en cause par Tyrion et le regard qu'elle lui porte ensuite est clair, il est en train de la perdre. Elle cède pour montrer sa bonne volonté, mais elle le fait avec des remords. Au moment où Sansa intervient, au sujet de ses hommes, Daenerys voit là un outrage direct à son pouvoir et une nouvelle attaque de cet ennemi qui commence à se dessiner dans le nord. Suite à ce conseil, Daenerys retrouve finalement ses dragons, les seuls qui lui restent proches, et elle est heureuse de voir que Rhaegal est encore en état de voler. Ensuite, la flotte fait retour à Dragonstone, mais Rhaegal est attaqué et tombe dans l'eau. Cette bataille est la moins crédible de toute l'histoire de la série sur tellement de points différents. D'abord, Daenerys est en train de survoler la zone, et elle est juste au-dessus des terres où se cachait la flotte d'Euron Greyjoy. Comment a-t-elle fait pour ne pas remarquer tous les navires avant qu'ils ne lui tirent dessus? Comment les dragons n'ont même pas senti la présence de ces soldats quasiment juste devant eux? Comment fait Euron pour toucher Rhaegal sans aucune difficulté à plusieurs centaines de mètres et rate ensuite Drogon qui est quasiment à bout portant et qui vire sur le côté en présentant une surface de visée bien plus importante? Comment Drogon fait-il pour esquiver une volée de flèches qui arrive à toute vitesse? Cette scène a un impact émotionnel, elle est impressionnante, elle donne des frissons et quand on réfléchit 2 secondes, elle devient totalement ridicule. De la même manière, quand les survivants échouent sur les plages de Dragonstone et que leur flotte est quasiment détruite, pourquoi ne pas les terminer tranquillement? Et regardez bien les balistes installées sur les navires Greyjoy. Elles sont habillées comme les tentacules d'une pieuvre qui attrape un dragon et qui coule dans la mer. Le symbole est important, mais est-ce que Rhaegal est vraiment mort? Au moment du conseil avec Varys et Tyrion, elle dit qu'elle va tout lâcher sur Port-Réal, elle sait qu'elle lutte pour le bien, mais elle accorde quand même à Tyrion son petit os à ronger en le laissant espérer pour la reddition de Cersei. Dans la série des mouvements complètement stupides, Daenerys décide de se diriger sur Port-Réal seule, avec 120 hommes, un dragon, Tyrion, Varys et Vergris. Face à une douzaine de balistes, des archers, et la montagne, et toutes les troupes stationnées dans la capitale. Je comprends vraiment pas pourquoi Cersei, qui n'est pas vraiment connue pour être la reine la plus fair-play de l'histoire, ne se débarrasse pas tout simplement de cette menace. Elle a aucun témoin en plus. Peut-être qu'elle est tellement persuadée qu'elle va gagner qu'elle veut jouer avec sa proie comme un chat joue avec la souris avant de la croquer. Arya fait une apparition éclair au moment de la cérémonie où elle fait ses adieux à Beric en remerciement du rôle qu'il a joué dans son voyage et peut-être avec l'assistance directe ou indirecte de son frère Bran. Mais c'est à la 20e minute de l'épisode qu'elle apparaît vraiment, au moment où Gendry lui dévoile fièrement qu'il est devenu Lord d'Akalmi. Elle est profondément heureuse d'apprendre qu'il est Lord et quand il lui propose de devenir sa femme, elle fait référence au passage avec son père où elle lui expliquait qu'elle ne serait jamais une lady, mais aussi à sa rencontre avec Nymeria dans les bois. Le passage dont j'ai déjà parlé au moment du conseil de guerre déclenche Arya pour mettre à plat les tensions qui commencent à potentiellement séparer la famille. Elle a connu la solitude, elle a vu mourir leur père, elle pensait avoir perdu Jon, Bran et Sansa, donc elle veut garder ce petit lien qui la rattache encore à sa vie d'avant. Dans leur conversation, elle est opportuniste et accorde à Jon qu'il a fait le bon choix contre les marcheurs. Elle lui rappelle quand même que la famille doit passer au-dessus de tout. Quand Jon demande de jurer de ne répéter son secret à personne, elle jure, parce que pour elle, l'honneur et la parole sont les derniers piliers qu'elle veut garder de son père. Quand elle quitte Winterfell pour finir sa mission et boucler sa liste, elle retrouve Sandor Clegane et ils vont peut-être mourir tous les deux à Port-Réal, mais ils feront en tout cas un certain nombre de victimes sur leur chemin.
Le premier détail qui m'a choqué chez Bran, l'encyclopédie humaine de Westeros, il ne sait pas qui est Lord d'Accalmie. Quand Davos exprime sa frustration, il déplore la disparition du Seigneur de la Lumière. Il a bien compris qu'il existait un Seigneur de la Lumière et qu'il a un plan. Il pose la question, qui sait ce qu'il veut ? Je reste persuadé que Bran a un lien avec le Seigneur de la Lumière et qu'il est peut-être sa personnification sur Terre. Mais ça implique une balance nécessaire du côté de la mort et donc un retour du Seigneur de la Nuit. Au moment de son échange avec Tyrion, il fait d'abord référence à Daenor Targaryen, qui était le frère d'une certaine Daenerys, justement, qu'il a marié avec un seigneur de Dorne pour sceller l'alliance de la famille Targaryen et de Dorne. Il laisse planer le doute quand Tyrion lui dit qu'il est le dernier fils légitime de Ned Stark. Il ajoute encore une phrase mystérieuse « Je vis dans le passé la plupart du temps ». Mais que veut dire cette phrase façon Bran ? Je vois 3 possibilités personnellement. Simple, terre à terre, il consulte l'histoire et s'y perd la plupart du temps. Complètement tordu, il vient du futur et passe son temps dans le présent qui est donc le passé pour lui. Et celle qui colle avec ma théorie, il passe son temps dans le passé pour forger le destin qui lui plaît. Eris II qui a des visions, le loup Summer qu'il sauve, le cochon sauvage qui tue Robert, etc. Au moment de la révélation entre les Stark face à l'Arbre-Vie, là où le roi de la nuit a été éliminé, Bran laisse le choix à Jon de révéler la vérité à Sansa et Arya. Je suis persuadé qu'il sait à ce moment ce que va faire Jon, et le fait de laisser le choix est une technique de vente bien connue pour mettre son interlocuteur en confiance. Sansa vit également au moment de la cérémonie un grand moment d'émotion en remettant son emblème de Lady Stark à Théon. Et je pense qu'elle n'oubliera jamais le rôle qu'il a joué dans son sauvetage face à Ramsay Bolton. Au moment du banquet, et au moment où Gendry se fait interpeller par Daenerys, elle voit dans le geste de la reine d'une autre terre un moyen de garder le pouvoir sur tout Westeros et éliminer un candidat potentiel au trône. Pendant ce même banquet, Sansa remarque le regard entre Daenerys et Jon et quitte précipitamment la table. Elle marque de plus en plus son allergie à Daenerys. Sansa retrouve ensuite Clegane pour le réconforter. Elle place ses pions avec Sandor parce qu'elle sait qu'il pourra servir contre Daenerys. Elle montre à Sandor qu'elle n'est définitivement plus le petit oiseau de la première saison. Il lui rappelle qu'il aurait pu lui éviter ses souffrances, mais elle lui rappelle, elle, que le passage Littlefinger l'a transformée et qu'elle a appris de lui et de la souffrance. Après le banquet et pendant le conseil de guerre, juste au moment où Daenerys cède sur le siège de Port-Royal, Sansa ajoute sa petite pique concernant les troupes qui méritent le repos. Elle tente de titiller la reine pour voir sa réaction et faire ressortir la violence qu'elle voit en elle. Sansa, pour moi, est le Batman de Game of Thrones. Elle sait que son alliée est puissante, elle sait qu'elle lutte pour le bien, mais elle voit dans cette puissance une menace sans précédent pour ceux qu'elle aime. Comme Batman contre Superman, qui recherche en permanence en toute bonne foi une arme au cas où il tourne mal, Sansa teste la reine pour voir si son passif génétique n'est pas encore présent. Au moment de la révélation devant l'Arbre-Vie, Sansa montre clairement qu'elle ne peut pas jurer le silence gratuitement. Si Arya ne l'avait pas fait, je pense qu'elle l'aurait simplement suivi, mais là elle n'a pas le choix. Elle doit promettre pour ne pas être mise à l'écart du secret. Un secret qu'elle ne pourra pas tenir très longtemps puisqu'elle exprime à Tyrion sa méfiance contre la super reine et à ce moment elle est partagée, mais elle ne réfléchit que très peu de temps avant de dévoiler son secret. Elle avait juré, mais elle sait qu'en disant à Tyrion son secret, il se propagera et qu'il mettra très certainement au moins Varys au courant. Donc les personnes au courant au final sont Jon, Bran, Sam, Gilly, Tyrion, Varys, Arya, Sansa et Daenerys forcément. Tyrion continue sa chute au regard de Daenerys. Il se fait renvoyer dans les cordes après la nomination de Gendry comme Lord d'Accalmie. Il retrouve ensuite Davos qui lui exprime sa frustration de ne pas avoir tué Mélisandre. Tyrion voit le vrai jeu qui est en place et exprime l'ironie des événements. Nous avons éliminé les autres, il nous reste maintenant à nous battre entre nous. Quand Daenerys reprend la phrase d'Arya au moment de l'exécution de la famille Frey, « We will rip her out, root and stem », nous trancherons l'arbre jusqu'à la racine. Il voit alors la petite flamme dans son regard et essaye de la ramener sur terre en lui rappelant que si elle n'a plus personne sur qui régner, ça ne sert à rien de reprendre la capitale. Tyrion propose un siège pour faire passer Cersei pour celle qui n'en a rien à faire du peuple, ce qu'elle est d'ailleurs. Après ce passage, Tyrion retrouve Bronn dans une auberge, loin de Winterfell, où la discussion aurait pu être bien plus compliquée. Il reconnaît immédiatement l'arbalète avec laquelle il a tué Tywin. Suite à leur négociation, Tyrion propose finalement à Bronn de les rejoindre dans la bataille, mais il se barre et n'aura fait finalement qu'une apparition éclair. Quand il croise Sansa dans la scène suivante, Tyrion essaye d'arrondir les angles comme il peut entre elle et Daenerys, mais elle remarque cette crainte dans ses yeux. Elle voit une forme de faiblesse, et elle va profiter de cette faiblesse pour lui faire sa révélation sans vraiment réfléchir plus de 2 minutes.
Durant son échange avec Varys sur les véritables origines de Jon, Tyrion montre son attachement sans faille à Daenerys. Et c'est finalement après la bataille de Blackwater que Tyrion tente un dernier mouvement pour essayer d'empêcher le massacre prévisible de Port-Réal en proposant à Cersei sa reddition. Il sait que ça ne servira à rien, mais il garde dans sa manche la carte du bébé et ce levier émotionnel qu'il pourra utiliser en dernier recours contre sa sœur. C'est surtout un moyen d'adoucir l'état d'esprit de Daenerys et de rassurer indirectement Varys sur le fait qu'il a encore un peu le contrôle. Tyrion s'explique avec Varys et voit qu'il va trahir Daenerys. Voilà pourquoi il maintient le cap et ne lâche pas la reine. Devant Port-Réal et face à Qyburn d'abord, Tyrion sait ce qui peut arriver et il tente le tout pour empêcher ce massacre. Il se rappelle de la bataille de la Nera, il essaye de rappeler ce souvenir à la main de Cersei, mais Qyburn, lui, fait allusion à l'explosion du temple de Baelor. Il sait de quoi Cersei est capable et il sait qu'elle ne lâchera rien. Voyant que leur discussion ne mènera à rien, Tyrion tente finalement sa chance avec sa sœur directement en utilisant le levier du bébé. Il essaye en même temps de montrer à Daenerys et même indirectement à Varys qu'il la suivra même au risque de sa vie. Varys, lui, apparaît au moment du banquet où il remarque comme à son habitude le petit détail que tout le monde a laissé passer. Il ne célèbre pas, il ne couche pas, il passe son temps à surveiller et à rôder comme la bonne petite araignée qu'il plaît à se faire appeler. Il voit la reine sur le point de basculer parce qu'elle est seule. Varys a eu connaissance de l'arrivée à Port-Réal de la Compagnie Dorée. Il informe également que Yara a repris les îles de fer et que le prince de Dorne soutient leur cause. Mais qui est ce prince de Dorne, sachant que les seuls Martell ou Sand encore en vie sont les 5 filles survivantes d'Ellaria? Varys, apprenant le secret de Jon, voit une opportunité à cette reine qui peut partir en vrille à tout moment. Lui est un vrai politicien. Il sait que les choix de Jon ou Daenerys ne vaudront rien quand la vérité sortira. Il sait qu'elle est sur le fil de basculer dans la folie de son père. Après la bataille navale de Blackwater, Varys essaye de réprimer la volonté de violence et de mort de Daenerys. Il voit dans ses yeux et ses réactions un signe de violence. C'est à ce moment qu'il se rend compte qu'il va falloir agir à un moment ou à un autre contre cette reine incontrôlable. Varys envisage vraiment le choix de Jon et je pense que s'il en parle, c'est que la machine est déjà en marche. Varys est un opportuniste qui sait cacher son jeu. Il essaye de faire croire qu'il agit pour le bien du peuple, mais c'est le plus grand machiavélique de tous. Il divise pour mieux régner, il cherche les informations pour mieux régner, il aide les uns à faire tomber les autres pour mieux régner, il a un plan et il fera tout ce qui est possible pour mener à bien son plan. C'est au moment du banquet qu'on retrouve Jaime et Brienne en compagnie de Tyrion et Podrick. Le groupe reprend le jeu classique qu'a inventé Tyrion, qui est un dérivé d'action ou vérité avec la seule action de boire une bonne gorgée. Tyrion met Brienne mal à l'aise pendant le jeu et face à Tormund, Jaime profite de l'occasion pour prendre sa place avec Brienne en le tenant à l'écart. La scène qui suit de Jaime avec Brienne, il confirme finalement cette tension sexuelle qui existait depuis plusieurs saisons et il a beau être un grand séducteur, mais il maîtrise pas vraiment la situation. C'est elle qui prend le contrôle. Pour le passage dans l'auberge et la rencontre avec Bronn, ça concerne à mon goût principalement Jaime parce que ses menaces viennent de Cersei. Bronn obtiendra ce qu'il veut par le bluff, il passe quand même de vives aigues à Haut-Jardin. Jaime, lui, découvre que sa sœur veut sa mort et que ce lien qu'il pensait avoir avec elle est complètement brisé. D'ailleurs, quand il dit à Bronn que Haut-Jardin n'ira jamais à un reître, son ancien futur ami lui rappelle les origines de la famille et surtout l'âne le futé. Vous savez, ce petit opportuniste dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur le préquel qui est en préparation. Celui qui a récupéré par l'arnaque le château de Castral Rock et qui a construit la maison Lannister sur un mensonge. Retrouvez ma vidéo d'ailleurs, vous y découvrirez des détails importants sur l'histoire de Westeros et sur les origines de toutes ces familles bien installées aujourd'hui. Jaime, suite à cet échange, décide de partir pour Port-Réal et pour retrouver sa sœur, pour la tuer ou pour la sauver. C'est pas vraiment clair. Je pense et j'espère qu'il a fait son deuil de sa relation amoureuse avec sa sœur. Brienne le comprend, et quand elle essaye de le persuader de rester, la première chose qu'elle cherche, c'est lui faire oublier sa sœur et lui rappeler qu'elle est là pour lui. Il lui dévoile par contre tous les pires actes qu'il a fait pour Cersei, et cette révélation montre clairement qu'il fait ses adieux à Brienne et qu'il ne reviendra pas. La seule chose à savoir, c'est s'il part à Port-Réal pour aider, pour la sauver, ou pour s'assurer que ce sera lui qui fera le travail. C'est après 1 heure d'épisode qu'on découvre Cersei qui reçoit le rapport d'Euron sur sa victoire sans pitié sur la flotte aveugle et stupide de Daenerys. Elle lui promet que quand cette guerre sera finie, elle régnera sur la terre et lui pourra prendre le contrôle des océans. Et elle lui dévoile également en même temps qu'elle est enceinte de lui pour le satisfaire de sa victoire. Comme je le disais dans ma vidéo de théorie, la foule qui se réunit dans le Donjon Rouge ne servira que de bouclier émotionnel. Par contre, elle a réussi à capturer Missandei, mais comment elle sait que cet otage a une quelconque valeur ?
Quand Cersei voit approcher Tyrion du haut des murailles de Port-Réal, elle est tentée de venger leur père, elle est tentée de tuer ce frère qui a provoqué la mort de leur mère. Elle le laisse parler, mais encore une fois, c'est pour jouer. Elle a tout préparé pour montrer à Daenerys qu'elle veut la détruire. L'argument du bébé lancé par Tyrion aura indirectement une conséquence sur les épisodes à venir par contre. Comment Tyrion connaîtrait l'existence de cette grossesse si elle venait vraiment de la découvrir? Comment il pourrait le savoir avant Euron? Je pense que la réaction du Greyjoy va être assez impressionnante. Les derniers mots de Missandei par contre avant de mourir sont pour Daenerys, et soit c'est un code qu'elles avaient mis en place, soit c'est un message pour la reine de ne plus retenir ses coups. Elle lui donne en quelque sorte son autorisation pour tout ce qui risque d'arriver. Il n'y aura pas de théorie cette semaine parce que je ne peux pas passer au travers de la critique de la saison 4 de Lucifer sur Netflix. J'ai essayé dans cette vidéo de vous faire comprendre ce que je vois comme allusion importante et je reste encore persuadé que quelques idées de ma précédente vidéo de théorie pour les 2 épisodes à venir et plus spécialement sur la bataille de Port-Réal que tous les acteurs ont vendu cette semaine comme un nouveau tournant dans l'histoire de Game of Thrones peuvent encore tenir. Le problème, c'est que plus la campagne de communication est importante, plus je me fais des soucis parce que j'ai peur qu'ils essayent de survendre quelque chose dont ils ne sont pas vraiment fiers. Je vous remercie en tout cas de m'avoir supporté jusque-là. On se retrouve mardi prochain si vous ne suivez que Game of Thrones. Sinon, on se retrouve en fin de semaine pour ma critique de la saison 4 de Lucifer. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux pour pousser un peu YouTube à me faire connaître parce que vous êtes définitivement plus doués qu'eux. Quoi qu'il en soit, profitez bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur séries et jeux vidéo.